Selam l'équipe. On est en automne, c'est la période de l'année où je fais un peu un point sur mon travail de toute l'année en fait. J'ai pas vraiment de script, ça va être un peu en roue libre. Mais bon, j'ai plusieurs retours d'expérience à vous partager. Je pensais que ça pouvait être un peu cool puisque je poste pas beaucoup en ce moment. Première chose à voir, c'est l'ouverture de mon compte TikTok. Cette année, j'ai ouvert mon compte. Ça faisait un moment que j'en avais envie, j'avoue. J'hésitais un peu à me lancer. J'avais entendu beaucoup de critiques de youtubeurs en peindre un portrait très négatif, notamment à propos de l'algorithme qui ne poussait pas les créateurs africains, qui travaillaient dans d'autres domaines que la musique, la danse ou la cosmétique. Mais j'avoue que j'ai été assez curieuse et j'aime bien en fait les expériences différentes. Donc je me suis lancée. J'ai ouvert ce compte sous le nom de Destina Media, hein, sans surprise. Sur ce compte, j'ai décidé d'ouvrir un peu le sujet, de pas parler que de l'Éthiopie, mais aussi de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est en général. Alors certains de mes abonnés n'ont pas compris ce choix-là. Je pense que c'est un peu le moment de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parler uniquement d'Éthiopie, c'est passer à côté de la géographie et de l'histoire de la Corne de l'Afrique. Les frontières de l'Éthiopie que nous connaissons aujourd'hui sont stables depuis environ 50 ans. Mais les ethnies qui sont présentes sur le territoire sont parfois présentes sur d'autres pays. Prenons les Oromo, c'est le groupe ethnique majoritaire en Éthiopie, mais il existe aussi au Kenya dans une grosse proportion. Les Somalis sont présents dans le sud de l'Éthiopie, mais aussi à Djibouti et en Somalie. Et on ne peut pas raconter uniquement l'histoire des Somalis du Sud sans raconter celle des autres. Comment expliquer le fonctionnement des clans somalis de la région du Sud sans parler de leur place dans la hiérarchie des clans? C'est impossible. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir un peu plus mon sujet. Mais alors, quel est mon retour finalement? Qu'est-ce que j'en ai retenu en tant que créatrice de contenu? Dans les points positifs, travailler sur TikTok, c'est clairement pas le même boulot, honnêtement. Le format est différent, en conséquence, les exigences ne sont pas les mêmes. D'abord, l'écriture est plus simple. Lorsque je sors des vidéos sur ma chaîne, je dois faire beaucoup de recherches, peaufiner le script, peser mes mots, vérifier mes tournure de phrases, chercher un sujet intéressant qui donne aux gens l'envie d'apprendre et de chercher. Mon public sur YouTube a majoritairement entre 25 et 34 ans et vient de 3 pays, la France, le Sénégal, d'ailleurs coucou les Sénégalais, et Djibouti, coucou à vous aussi. Mais sur TikTok, le public n'est pas le même. L'âge du public varie entre 18 et 24 ans, donc c'est beaucoup plus jeune. Au niveau du montage sur TikTok, c'est beaucoup moins de boulot et je peux aborder des sujets beaucoup plus légers comme les coiffures, les histoires qui ne tiennent pas dans un grand format ou encore les danses. Ce qui est bien aussi avec TikTok, c'est l'aspect communautaire. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, sur YouTube aussi, il y a une communauté qui me soutient depuis le début et d'ailleurs, je vous en remercie. Sur TikTok, j'ai bien plus accès aux messages de soutien. Les gens qui aiment bien mon travail le font savoir et parfois je montre dans certains lives, on peut discuter de sujets un peu plus philosophiques comme le concept d'être noir, on peut se disputer, oui, mais j'ai aussi eu des très bonnes surprises. J'ai par exemple eu l'occasion de parler avec des kémis, des afrocentristes, des musulmans, des athées, des traditionalistes du centre de l'Afrique, et j'ai appris énormément de choses. J'ai pris beaucoup de références de livres, de films, d'essais philosophiques. Je pense que c'est une application qui est intéressante pour ouvrir l'intérêt si on sait où chercher et surtout si on sait ce qu'on est venu chercher. Mais justement, à propos de ça, on va parler des points négatifs de TikTok. La première chose à comprendre avec TikTok, c'est qu'il faut savoir maîtriser son algorithme. En tant qu'Africain et surtout en tant que subsaharien, il est très facile d'avoir un algorithme qui tourne en boucle sur des sujets qui poussent à l'afropessimisme, à la dépression. J'en ai compté 3. La discrimination, avec le nombre de témoignages de discrimination ethnique subie, mais aussi tout ce qui touche au colorisme, au featurisme, au racisme intracommunautaire. Ensuite, on a la cosmétique, donc ça c'est surtout pour les femmes, tout ce qui concerne les perruques, ou si vous êtes au naturel comme moi, on va vous pousser à la surconsommation en vous proposant des peignes, des brosses, des gadgets, produits, des marques. Et enfin, on a tout ce qui concerne les relations amoureuses. Donc on va avoir des lives sur le 50-50, la place de l'homme, le couple afro, des lives pour ou contre le métissage qui très souvent d'ailleurs sont des bourbiers, n'y allez pas, vous allez juste entendre des trucs extrêmement racistes d'un côté comme de l'autre. Donc c'est une très mauvaise idée d'y aller et en soi c'est un algorithme qui pousse le consommateur afro à se concentrer sur des sujets très vides en soi, parce que ça ne vole jamais très très haut, qui ne pousse ni à la réflexion ni à la remise en question profonde. On a tendance à utiliser le terme de culture du vide en ce moment. Honnêtement, je l'aime pas, parce que je considère que c'est hiérarchiser les sujets à traiter. Je dirais plutôt qu'il y a un monopole de certains sujets dans la sphère TikTok afro, et il y a une facilité assez déconcertante à déposer des commentaires racistes, homophobes, sexistes, misogynoirs, sans vraiment étayer ses propos. Ce qui fait que lorsque on a des contenus plus éducatifs ou plus
sérieux entre guillemets qui sont postés, la sphère TikTok noire est plus réceptive, puisqu'il y a un manque clair à ce niveau, et c'est normal. Tout ce qui concerne la sphère éducative, ça va avoir beaucoup moins d'impact que tout ce qui concerne les sujets polémiques, la cosmétique, etc. Parce que c'est moins universel, c'est normal, c'est comme ça. Et c'est là que j'arrive à mon point négatif. J'ai remarqué tout de suite qu'il y a énormément de théories du complot qui sont relayées sur TikTok. Le problème des théories du complot, c'est qu'elles se basent sur 2 points, l'ignorance et la peur. Or, il se trouve que beaucoup de jeunes Africains n'ont pas accès à leur propre histoire. Soit parce qu'ils ne cherchent pas, soit parce qu'ils ne savent pas où chercher. Et cette jeunesse africaine est intéressée par sa propre histoire. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Par ses propres cultures au pluriel. Mais comme elle est bombardée de produits culturels comme les films, les séries, les clips, qui ne se concentrent qu'autour d'un néant historique, entre guillemets, en ce qui concerne l'histoire des Noirs, comme on leur fait croire qu'ils n'ont jamais été autre chose que la colonisation, l'esclavage. Who are you? I know exactly who I am. The question is, who are you? I'm nobody, so leave me alone, all right? Everybody is somebody, even a nobody. Yeah, I think you're confused. I am confused. You don't even know who you are. Oh, and I suppose you do. Follow me. I will show you. Dès qu'il tombe sur un contenu qui parle d'autre chose, il se jette dessus et il ne trie pas en réalité. Et c'est normal, la grande majorité des gens sur TikTok sont très jeunes, donc c'est normal qu'ils ne puissent pas avoir le recul de se dire « Ah, ce que je suis en train de regarder n'est pas correct ». Et des théories du complot autour de l'histoire de l'Éthiopie, il y en a pléthore. L'une des plus folles que j'ai vues, c'est la théorie autour d'Haïlé Sélassié. Alors selon un post, Haïlé Sélassié Ier serait en fait Vittorio Emanuele III, le roi d'Italie, et qu'ensuite on aurait engagé un acteur pour régner sur l'Abyssinie. Autant vous dire qu'on est à 20 000 lieues au-dessus des mers. Et un autre dit que la tête Olmec d'Addis Abeba est la preuve ultime que les Noirs ont découvert l'Amérique avant les Blancs et qu'ils ont eu des liens avec les Olmecs avant tout le monde. Or, déjà cette théorie, elle tourne depuis au minimum 2015, ça fait minimum 10 ans qu'on est dessus. Et au-delà de ça, cette tête Olmec est un cadeau du gouvernement mexicain au gouvernement éthiopien, donné en 2010 pour les remercier de leur soutien. Donc rien à voir. Mais ce genre de post, c'est légion sur TikTok. Et le problème, c'est que très peu d'Africains francophones connaissent l'Éthiopie, et donc ils vont très vite croire à ce genre de choses. Et c'est assez difficile de démonter une théorie du complot, puisque on vous répondra que l'histoire a été manipulée, réécrite par les peuples dominants, et que tous les archéologues qui travaillent sur le sujet depuis des années sont payés par un système pour maintenir les Noirs dans l'ignorance. Donc en fait, c'est assez anxiogène en tant que créatrice de contenu que de voir autant de jeunes se faire avoir par ce qui paraît complètement stupide à première vue. Et j'insiste, la jeunesse africaine elle-même n'est pas stupide. Elle veut savoir qui elle veut savoir quelle est son histoire, mais comme elle est abreuvée par une culture du vide, entre guillemets, en permanence, lorsqu'elle tombe sur un contenu qui lui raconte autre chose que la façon dont leur peuple s'est fait soumettre, elle y croit directement. Et il y a même encore plus cynique, il y a des gens qui savent parfaitement que ce qui est dit, toutes ces théories du complot sont fausses, mais comme ça permet de donner de l'espoir à des jeunes, eh bien on les laisse parler et on va brider ceux qui disent la vérité, pour le coup. Et croire à du n'importe quoi, d'ailleurs, c'est un danger. Ce qui m'amène à mon troisième point, le danger que ça représente pour la jeunesse. J'ai découvert seulement sur TikTok la réputation qu'avaient les Éthiopiens dans le TikTok noir francophone. Alors apparemment, on est des haineux avec un complexe de supériorité qui détestent les Africains, desquels ils ne veulent pas se rapprocher. C'est toujours un mystère pour moi de voir ce genre de discours, puisque s'il y a bien un pays africain qui a toujours pensé aux autres pendant les décolonisations, et qui lui-même a milité contre le racisme, c'est l'Éthiopie justement. Depuis l'opération contre les Belges au Congo, jusqu'à militer pour l'indépendance de la Namibie en passant par la protection et l'entraînement de Mandela dans les années 70-80, s'il y a bien un pays qui est fier d'être africain, c'est bien l'Éthiopie. Notons également que les Éthiopiens ne sont pas francophones en majorité. La majorité sont amarophones, oromophones ou alors anglophones quand ils émigrent aux États-Unis. Donc je comprends même pas d'où vient ce cliché-là dans la communauté francophone. Ça n'a aucun sens parce que ça ne peut pas venir d'un Éthiopien. Si ce n'est, éventuellement, le patriotisme éthiopien qui vous dérange, honnêtement, je comprends pas. Il y a encore une fois le nombre d'actes et de propos racistes anti-éthiopiens de la part des autres communautés est-africaines, ou de la discrimination des autres Africains, ça m'a choqué. Le fait de nous traiter d'envahisseurs, de traîtres, d'enfants de viol, personnes qui se croient arabes, ou encore un fétichisme absolument dégueulasse envers les femmes, c'est
clairement une plateforme assez toxique lorsque vous êtes éthiopien et même africain en général. Personnellement, ça a vraiment pesé sur mon moral à un certain moment donné où j'ai arrêté en fait pendant une semaine. Mais ça m'a permis de travailler sur mes propres projets pour la chaîne, donc c'est tout gagné au final. Tout ce qui concerne les théories du complot, comme le racisme, le tribalisme, ça m'a vraiment fait réfléchir sur l'impact de la liberté de parole, de l'anonymat sur Internet et surtout de la violence verbale sur Internet, dans notre propre communauté. Parce que recevoir des commentaires de gros raslards, quand ils sont blancs, nord-africains, etc., ça me touche pas, en fait. Ça me touche pas parce que je me dis, vous n'y connaissez rien. Mais quand c'est des personnes qui sont africaines ou afrodescendantes qui m'envoient ce genre de message, je trouve ça affolant. Mais bon, pour terminer sur une note beaucoup plus positive, j'ai eu l'occasion de découvrir des très bons comptes informatifs qui m'ont donné envie de faire plus de recherches par moi-même. Et il y en a un qui s'appelle Magribantou, je vous le mets à l'écran. J'adore son compte, elle me permet de voir autre chose, de comprendre l'impact des différentes cultures imazighanes et arabes en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient, le tout en me faisant découvrir des choses. Donc je vous invite vraiment à la suivre, c'est ultra intéressant. Passons sur l'état de mon compte Instagram. Clairement, c'est mon plus gros regret de cette année. Je l'ai complètement abandonné, c'est dommage parce que c'est grâce à ce compte que certains ont découvert ma chaîne YouTube. J'aimerais bien reprendre ce compte, mais j'aimerais le faire évoluer, j'aimerais proposer un autre type de contenu. J'ai pas trop d'idées, donc si vous en avez, vous pouvez les déposer en commentaire. Maintenant, on va parler un peu de ma chaîne YouTube. On va crever l'abcès directement. Au début de l'année, j'ai sorti une série de 3 vidéos réponses à propos de la vidéo de Grandeur Noire. Donc il y en a 3 au total, dont 2 de 2 heures chacune, où j'étaye mes propos. J'explique pourquoi cette vidéo est grave, et je vais pas revenir dessus dans cette vidéo, vous inquiétez pas, j'ai pas envie. Certains n'étaient pas d'accord avec moi sur certains points, d'autres oui, et ils ont étayé leurs propos de façon constructive. C'était très intéressant à lire d'ailleurs. J'écoute ce qu'on me dit, j'écoute les critiques, à partir du moment où c'est constructif. Si c'est juste pour m'insulter, j'écouterai pas, je supprime, c'est tout. Je voudrais revenir avec vous sur certains points qui reviennent beaucoup dans les commentaires de haineux. Alors déjà d'une, j'ai pas fait ces vidéos pour faire le buzz ou des vues. Si je voulais faire des vidéos avec des vues, à l'époque où j'ai sorti ces vidéos, il y avait le clash Nicki Minaj Megan Thee Stallion. J'aurais axé mes vidéos dessus, là on fait des vues. On fait pas de vues avec l'Afrique de l'Est, en France, et encore moins en parlant de culture et histoire est-africaine. C'est la recette parfaite pour faire 0 vue justement. Donc cet argument-là, il est pété. Cet argument-là, il vient de ceux qui ne supportent pas qu'on critique un discours particulier. À partir du moment où j'ai pas insulté Grandeur Noire la personne, ce que j'ai toujours dit, en intro, en fin de vidéo, j'ai toujours dit je n'insulte pas sa personne, je ne connais pas cette personne, ça ne m'intéresse pas, je ne parle que de son discours. À partir du moment où je l'insulte pas, je vois pas où est le problème. Un autre argument, c'est que je critique une de mes sœurs. Alors cet argument-là, il part du principe que parce que Grandeur Noire et moi, on est noire, africaine, je n'ai pas à la remettre en question puisqu'il faut faire bloc contre le racisme ensemble et faire preuve de solidarité. C'est là où je suis pas d'accord. Lorsqu'on avance des sujets et des idées aussi graves que le fait que les Éthiopiens sont des descendants de colons, qui n'aient été que des colons contre des colons, que leur histoire est comparable au Maghreb, que les Moursis sont les vrais Éthiopiens parce qu'ils ont la même peau et les mêmes traits que les habitants du royaume de Kémet, qu'ils sont reliés aux pharaons égyptiens. Je demande des preuves, des sources et le nom des historiens. Parce qu'en tenant ce genre de discours, non seulement on insulte les Éthiopiens, leur culture, leur résistance et surtout leur passé, mais en plus on les dépossède de leur identité. On joue au même jeu que celui des colons occidentaux. Les occidentaux avaient, je le rappelle, exactement le même discours pour expliquer la différence des gens de la Corne de l'Afrique. Exactement le même. Donc quand tu dis des choses comme ça, j'attends des sources. L'argument de « il faut pas critiquer la communauté », je l'entendrai pas pour une raison simple. C'est en critiquant le travail de quelqu'un, et je dis bien le travail de quelqu'un, qu'on pousse la communauté à se dépasser. C'est ce qui se passe dans le monde scientifique depuis des siècles. La couleur de peau n'a pas d'importance pour moi, elle me pousse pas ni à la communion, ni à la division. Si son discours est faux, je dis pourquoi il est faux et j'argumente. On m'a demandé pourquoi j'ai pas travaillé avec Grandeur Noire en lui envoyant un message. Déjà, je n'ai pas son contact. Ensuite, elle a produit une vidéo publique, donc elle a une réponse publique. Elle la voit ou non, pour moi, ça n'a aucune importance. Et cet argument-là de « il faut pas critiquer une sœur noire », à ce moment-là, moi, je suis votre sœur, et je dis que Mansa Moussa était éthiopien. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous critiqueriez mon discours ? Je suis noire, non ? Vous voyez, c'est un argument qui n'a aucun sens. Personnellement, je suis déjà passée à autre chose, en fait. J'ai produit d'autres contenus, j'ai autre chose à faire de ma vie, mais il fallait que je réponde à ces commentaires-là, qui continuent d'être postés presque 6 mois plus tard. Certains m'ont insulté, dénigré, suivi sur d'autres réseaux pour m'humilier. C'est nul! Sachez qu'en agissant comme ça, en fait, vous vous humiliez plus qu'autre chose. On a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Merci, au revoir. Refermons ce sujet, qui honnêtement me saoule, pour parler d'un sujet plus intéressant.
la vidéo sur les peuls. Il y a pas très longtemps, j'ai sorti cette vidéo sur les peuls et clairement ça a réveillé en moi une flamme parce que j'adore travailler sur ce sujet. Il y a tellement de choses à dire sur les peuls, à dire sur leur culture, sur à quel point ils sont diversifiés, à quel point leur identité est complexe, leurs sociétés sont complexes, leur histoire est complexe. Et clairement, si j'avais pas axé toute ma chaîne sur vraiment l'Afrique de l'Est, ou l'Éthiopie plus particulièrement, j'aurais clairement, si j'avais été Peul, créé une chaîne là-dessus. C'est extrêmement intéressant. J'adore faire des hors-séries, vraiment parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de la complexité de nos sociétés africaines, qu'elles soient de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord. Clairement, j'ai pu en plus avoir une discussion en live TikTok avec d'autres full B pour avoir leur impression, ce qu'ils ont pensé de la vidéo. Il y en a qui m'ont dit que j'avais fait des erreurs à certains moments. C'était intéressant, ils m'ont reprise, on a discuté et si un jour je suis amenée à reparler des full B, je parlerai de ça mais avec un full B pour le coup parce que c'est toujours cool d'avoir des concernés dans la vidéo. Donc voilà, ça m'a vraiment plu. J'ai retrouvé un peu cette passion de la recherche, cette passion de la vulgarisation, ça m'a vraiment plu. J'espère que je pourrai reprendre un jour, peut-être pas forcément sur les full B, mais au moins sur un sujet de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, ce genre de choses. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Allez, je passe sur un autre sujet et c'est sur la série sur les chanteurs éthiopiens. Alors, à un moment donné, pendant, je crois, 4 dimanches, j'avais sorti 4 ou 5 épisodes sur les chanteurs éthiopiens. J'ai arrêté très vite parce que je suis tombée malade. Mais clairement, j'ai envie qu'ils reviennent, ce format-là, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la musique éthiopienne, sur ce qu'ils sont devenus, sur ce qu'ils étaient, sur leur impact dans la communauté, parfois même l'Afrique. J'ai vraiment envie de reprendre ça, donc je vais me laisser un peu de temps et je pense que je vais ressortir des épisodes dans pas très longtemps. Donc restez connectés si vous aimez ça. J'ai une petite annonce à faire. L'année dernière, j'avais créé une série qui s'appelle Ethiober. J'avais le projet de faire 31 vidéos pour le mois d'octobre et clairement, ça ne s'est pas fait parce que, pareil, je suis tombée malade et en plus je travaillais. Donc clairement, ma chaîne YouTube, elle est passée en second plan. Je vais le refaire cette année. Parce que ça m'a beaucoup plu. Et là, pour le coup, j'ai fait des vidéos en avance. Donc comme ça, elles sortiront vraiment. Et le premier sortira le 6 octobre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester là. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. En conclusion, ça a été une année assez complexe dans mon travail personnellement et puis aussi en ce qui concerne la chaîne YouTube. Donc j'espère que ça va se passer un peu mieux cette année, on va voir, mais j'ai bon espoir que ça se passe bien. Allez, c'est l'âme, c'était Destena, je vous souhaite une très bonne journée.